Donc j'espère qu'on m'entend bien. Euh, Déjà, je suis très content en fait de participer à ce talk. Ça fait longtemps que je regarde ce DHUcorp. Donc je peux enfin apporter ma pierre à l'édifice, on va dire. Et donc, comme disait Sébastien, aujourd'hui, l'idée, ça va être de parler de nos pratiques DevOps chez Yousmundi à travers en fait l'expérience développeur de la création de service jusqu'au déploiement et un petit peu au-delà avec la visualisation de son service. Donc j'espère qu'on voit bien mon écran. Je vais partager ma diapo. Donc voilà, Yoann Dadou, on a confondé Yousmundi il y a quasiment 5 ou 6 ans avec des amis. Et en fait, on est un moteur de recherche dans le droit international. Et en fait, on va fournir un accès aux documents juridiques du droit international à tous les praticiens du droit, mais aussi les universités et aussi les gouvernements. Et donc, comme je disais, à travers la user story du développeur, on va voir en fait comment on utilise les outils HashiCorp au quotidien pour en fait faire en sorte que le développeur soit complètement autonome sur ses parties, de sorte qu'il puisse vraiment contrôler son application du développement jusqu'à son déploiement. Et donc, ça va d'abord commencer, effectivement, ça commence par la création de nouveaux services. Ensuite, une fois que son service est créé, qu'il a développé ses features, il va avoir besoin de le builder, de le tester. Ensuite, il va vouloir le déployer. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu de flexibilité sur son déploiement parce qu'on va on va vouloir l'avoir sur plusieurs environnements. Donc, du développement, de l'UAT pour un peu plus de stabilité et de la production. Et ensuite, une fois qu'on est en production, on veut savoir en fait quel est l'état de notre service, simplement avoir de la visibilité dessus. Tout ça, on veut que ce soit fait de façon autonome. Donc, comme je disais, on veut pas en fait avoir à demander aux ops, en l'occurrence mon équipe, pour déployer quoi que ce soit. On veut pouvoir en fait éviter les temps de latence dans le process. On veut que ce soit automatique, parce que comme disait tout à l'heure notre collègue, l'erreur est humaine, donc répéter les choses manuelles, c'est forcément se planter à un moment donné. Donc on veut de la fiabilité aussi dans le process. Et donc in fine, tout ça, ça va nous assurer une certaine sécurité, notamment sur la partie credentials. Donc là, on va pas trop en parler aujourd'hui, mais derrière, il y a du Vault qui va tourner aussi. Donc voilà. On va commencer par la création de service. Comment ça va se passer en fait le début d'un développement de service chez Yosemite? C'est simple, en fait, ça va partir ce qu'on va appeler un template. Donc on le voit sur la gauche. L'idée, c'est de partir d'un repository qui va contenir l'ensemble de la configuration de nos repos, notamment la visibilité. Est-ce qu'on veut qu'il soit public? Est-ce qu'on veut qu'il soit privé? Les permissions, qui a accès? Est-ce qu'il y a des invités qui peuvent y accéder? Les règles, les merge requests, donc MR pour GitLab, c'est un petit peu l'équivalent des pull requests sur GitHub. Et puis ensuite, tous les fichiers communs qu'on veut trouver à tous les projets. En premier lieu, le GitLab CI, donc qui va permettre de configurer les pipelines, mais aussi les makefiles, les nomad job files et les gitignore, etc. Et encore, et d'autres, notamment les fichiers de test pour les applications par langage. Donc l'idée, c'est qu'on ait en fait cette structure de base, qu'on n'ait pas en fait que le développeur n'ait pas à les créer lui-même quand il va créer son service, mais que tout soit déjà prêt pour qu'il n'ait plus qu'à se concentrer que sur son développement. Une fois qu'en fait le repo est créé, enfin, il va pouvoir en fait faire une merge request sur un autre repo qui sert ensuite à créer ce qu'on appelle les repos de conteneurs. Donc évidemment, tout tourne sur les conteneurs aujourd'hui. Donc nous, on va avoir besoin de créer un repository pour son application. Et ben, il va même pouvoir interagir avec cette infrastructure-là via un repo, juste en faisant une merge request et ajoutant le nom en fait de son service dans sa merge request. Donc après, encore une fois, ça s'est automatisé. On voit en fait ici, en dessous du module ECR, la pipeline de Terraform. C'est très simple, mais ça nous permet en fait d'éviter encore une fois de devoir le faire manuellement. Et donc, en plus de partager des credentials de Terraform qui sont quand même assez sensibles. Donc voilà, jusque-là, on n'a toujours pas besoin de l'Ops. On se débrouille tout seul. Et ensuite, on va passer à la partie, ce qu'on va dire du build. Donc entre le développement, entre la création de service et le build, il y a quand même cette phase de développement.
Là, il va être de son côté, sur son local, mais à un moment donné, il va avoir besoin de tester en fait son application, de tester son build, d'analyser en fait son code aussi, et puis la sécurité de son conteneur. C'est là en fait on va intégrer, enfin c'est là on va se servir en fait de la pipeline qu'on a configurée juste avant, qu'on a configurée automatiquement dans le template. Donc on est juste à gauche ici le petit fichier GitLab CI. Comme je disais, c'est la configuration de la pipeline. Donc ça équivaut à GitHub Action sur GitHub. Et donc, juste avec ces quelques lignes-là, on va pouvoir introduire toute la logique de la pipeline en partant du build, en allant jusqu'au déploiement. Là, pour cette slide-là, on va juste s'arrêter au build, mais on voit quand même que déjà, juste en quelques lignes, on va pouvoir en fait passer les linters, faire du code quality, passer les tests unitaires ou autres qui sont inclus dans son application, builder, et ensuite scanner le conteneur et qui va ensuite nous dire est-ce que je push sur le registry ou est-ce que je bloque en fait la release. Donc l'idée c'est d'avoir une politique qui est propre à votre entreprise. Chez nous, on a décidé de tout ce qui va être au-delà du low et du medium de complètement stopper les push et ensuite de faire une escalation aux bonnes personnes. Quand on a une merge request qui est en cours, qu'on va vouloir en fait voir un petit peu quel est l'état de notre code, comment sont passés les linters, etc. On va pouvoir avoir sur GitLab dans les merge requests des rapports qui vont en fait nous donner juste les résultats issus des jobs qui sont passés, notamment sur les jobs de test. Donc on peut voir en fait un méga linter sur la gauche qui va passer toute une batterie de tests, dont par exemple les git leaks, super important. Parfois, sans faire exprès, dans les fichiers de variables, dans les fichiers d'environnement de variables, on va lâcher une credential et donc git leaks va pouvoir les détecter. On a aussi du code quality, donc ça c'est les rapports de code quality. Et en dessous, on a aussi les rapports des CVE sur les conteneurs. On peut voir un exemple en dessous où on a des critical. Et là, dans la logique de notre pipeline, on va complètement bloquer la release, quoi. Une fois qu'on a buildé et testé nos applications, en fait, on va vouloir les déployer. Pas forcément tout de suite en production, mais on va vouloir les déployer au moins en développement, en UAT, pour permettre aux équipes de QA de valider en fait les déploiements. Et donc, les déclencheurs de ces pipelines-là, elles sont, elles sont basées chez nous sur de la création de tags ou sur un message de commit. En fait, là, on peut voir ici les règles qui s'appliquent dans le cas de ce déclenchement. On va en avoir une par environnement. Et si on la regarde bien, en fait, on va regarder. Donc, si on crée un tag qui va commencer par dev, on va pouvoir déclencher une pipeline. Et ainsi de suite pour la prod. On voit à gauche en fait les différents jobs, les différents stages de notre pipeline jusqu'au déploiement. Là, on a 3 stages, on n'a pas de tests, etc., puisqu'ils sont censés être faits en amont. Et l'avantage de GitLab, en fait, c'est de pouvoir en fait visualiser ces environnements dans la section deployments et environnement. Et donc là, on va pouvoir voir quels sont les différents environnements et versions qu'on a envoyés. Et on va même pouvoir en fait les redéployer à nouveau si on a besoin de rollback à un moment donné. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on va le faire depuis le job en question qu'on a lancé, enfin depuis la pipeline juste au-dessus, soit on peut aller dans les environnements juste en dessous, soit on peut aller carrément dans la GUI de Nomad et relancer une version de notre job. Mais là, l'idée, c'est encore une fois, c'est de complètement essayer de centraliser un petit peu les choses et de peut-être même effacer un peu l'infrastructure. Et donc, on va plutôt garder GitLab comme point central de management des versions, quoi. On voit ensuite que quand une version est déployée, là, nous, on le fait que pour la prod, mais vous pouvez le faire sur d'autres environnements. On va en fait notifier un channel Slack du déploiement. Donc, un nom d'application, un tag, et puis la release, juste en dessous, la release note, qui est prise directement depuis les messages du tag. La partie qui va être plutôt technique, ça va être la gestion en fait du job file de Nomad. Parce qu'en fait, quand on va vouloir déployer un service, en fonction de l'environnement, on ne veut pas toujours déployer la même chose. Et donc un petit peu comme un Nomad Pack ou comme un chart Helm,
on va en fait vouloir donner un peu de flexibilité au job. Et c'est pour ça qu'on va utiliser le Vent, qui est aussi un outil HashiCorp, qui va permettre de templater nos jobs en fait. Par exemple, on a un exemple sur la gauche avec une variable qu'on a créée qui s'appelle env, une deuxième variable en dessous qui s'appelle container image, qu'on va en fait venir, pendant que le job de déploiement se lance, qu'on va venir templater pour ensuite l'envoyer sur le cluster Nomad. On a en fait juste en dessous le job qui fait ça. Donc on va appeler le vente qui va transformer les variables en celles dont on a besoin au moment du job. Et ensuite, une fois qu'il a bien rendu son fichier, on va l'appeler avec le nomad job et va l'envoyer au bon cluster. Le bon cluster qui est défini dans les variables juste avant, nomad addr, qui est en fait défini au niveau du job de dev. Donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'en quelques lignes, on va pouvoir déployer une application sur un cluster, mais pas seulement sur le même cluster, mais sur des clusters différents. Après, la logique ici, elle s'applique vraiment à ce que nous, on fait chez Yosemite, mais comme c'est vraiment très flexible, tout est possible, on va dire. Ce qui est possible aussi, ça, c'est aussi permis parce que derrière, on a du consul qui, en fait, va faire de la résolution de nom. Et donc, on le voit bien ici dans l'environnement, dans l'URL. GRA Dev Consul. En fait, c'est vraiment chaque cluster, chaque environnement de cluster va avoir son propre FQDN, son propre domaine en fait. Donc c'est là aussi la force de l'écosystème HashiCorp, c'est que tout va permettre d'avoir au final cette fluidité, cette flexibilité dans les process. Donc voilà, là j'ai mis quand même des petits commentaires. Donc facilité d'usage, prédictibilité et flexibilité, c'est vraiment ce que permet de faire jusqu'à présent les outils HashiCorp. On a du Vault aussi à côté, comme je disais, et là c'est pour le côté sécurisé, mais on va quasiment utiliser pratiquement tous les outils HashiCorp pour pouvoir faire tout ça. Une fois que notre application elle est en production, elle est déployée, évidemment on a besoin de télémétrie. Sans aller trop loin sur ce sujet-là, puisqu'en plus c'est le sujet d'un prochain talk, Nomad va aussi pouvoir intégrer tout ce qui est toute la stack de télémétrie de Prometheus, Grafana, Loki, Jaeger très facilement, de sorte qu'on est encore une fois tout au même endroit. Et in fine, chez nous, on va aussi encore une fois utiliser Slack. C'est un peu le point central chez nous pour la communication. Et donc, on va aussi recevoir nos notifications sur Slack. Voilà comment se termine en fait la user story du développeur chez Yosemite. On se rend compte en fait que tout fonctionne en fait quasiment sur les outils HashiCorp. Même on va pouvoir lancer les runners de GitLab. En fait, les runners, c'est ce qui va pouvoir lancer votre job. On les fait tourner aussi sur Nomad. En fait, on se rend compte que en dessous, derrière tout ça, il y a beaucoup d'outils. Donc, on a du Consul, du Vault, du HashiCorp, du Terraform. Mais finalement, le développeur, il va très peu interagir avec ces outils-là, de sorte que pour lui, ça reste assez transparent. On va peut-être même l'oublier en fait. Et je voudrais quand même terminer sur le mode LOPS après la vision du développeur. C'est qu'en fait, pour pouvoir faire ça, on s'est basé sur certains principes, et notamment 3 principes qui sont la standardisation, le fait de centraliser aussi les choses et la simplicité de l'ensemble. Et standardiser pour notamment les langages. On a, comme disait mon confrère tout à l'heure, on a besoin de limiter le nombre de langages dans notre écosystème, parce que plus il y a de langages, plus c'est difficile à maintenir. On a aussi besoin de maîtriser les versions, et bien sûr d'avoir les mêmes process au maximum pour chaque service. Et la centralisation aussi, elle va permettre en fait de contrôler un ensemble, un large pan de l'infrastructure, mais juste depuis un simple scope. En fait, ici, ça va être le template qu'on va importer dans chaque projet, qui va en fait appliquer sa logique à tous les projets qui l'importent. Et donc, c'est ça qui est primordial, parce que quand on se retrouve avec 50 services, on ne peut pas s'amuser à changer chaque pipeline de chaque service. Donc, c'est pour ça que la standardisation et la centralisation, c'est 2 éléments clés pour pouvoir faire ça et pour pouvoir, nous aussi, à l'équipe infrastructure,
de passer notre temps sur autre chose que de configurer des pipelines ou de accompagner les développeurs à les configurer. Bien sûr, tout ça, et ça se fait. Il a besoin d'une certaine simplicité, notamment pour le développeur. Il a besoin, comment dire, il n'a pas forcément besoin de tout comprendre, de tout connaître, parce qu'il y a déjà une grosse partie de développement déjà à appréhender. L'idée, c'est de lui donner des outils simples, des process simples, même si derrière il y a une certaine complexité sous-jacente. Lui, il a besoin de faire en sorte que ce soit le plus simple pour lui, voilà, afin qu'il se concentre uniquement sur ses développements. Aussi, en termes de maintenabilité, on va pas, on va limiter en fait la complexité de notre infrastructure, voilà, pour que sur le long terme, ce soit pas en fait une boîte de Pandore et qu'il soit finalement immaintenable. Donc, il faut toujours garder ça en tête. Et puis, évidemment, step by step, et aller petit à petit, parce que c'est pas en 6 mois qu'on va avoir tout un process. Mais déjà, on peut même migrer peut-être du legacy vers des templates, de sorte qu'on va commencer à déporter aussi les logiques qui est comment dire, qui est un petit peu éparse, et on va pouvoir commencer à la centraliser dans le template, par exemple. L'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Donc voilà pour cette présentation. J'espère que c'était instructif, que vous avez pu voir un petit peu quelles sont les solutions possibles dans le cadre des pipelines CI/CD et qu'est-ce qui se propose à vous avec les outils HashiCorp.